De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité et écrivain Hamzat Boukari Abara est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kombe et Daouda Tal. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Les frontières entre les différents pays africains sont de véritables lieux de brassage et d'échange. Au quotidien, une vraie interaction humaine et économique caractérise ces frontières tracées par le colonisateur. Ces limites géographiques n'empêchent pas les peuples africains de vivre ensemble et de croiser leur culture. Échange de marchandises, va-et-vient de commerçants et d'habitants. Les frontières sont un véritable miracle de la vie commune. Reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Sur le continent africain, les frontières représentent bien plus que de simples limites géographiques. Loin d'être des barrières qui éloignent les peuples, les frontières sont de véritables lieux d'échange, de croisement entre cultures et peuples de différents horizons. Plusieurs pays partagent 2, 3, 4 frontières, voire plus. La République démocratique du Congo, par exemple, compte 9 frontières. Passage obligé pour aller d'un pays à un autre, ces frontières unissent aussi les peuples qui apprennent à se comprendre et à vivre ensemble. La République du Congo partage ses frontières avec l'Angola, la République de Centrafrique, la République démocratique du Congo, le Gabon et le Cameroun. Les plus connus en matière de trafic sont le Beach de Brazzaville, frontière avec la République démocratique du Congo, la frontière du Cabinda et la frontière de Ouesso avec le Grand Cameroun plus au nord du pays. Depuis 10 mois, le trafic au Beach de Brazzaville est ralenti. L'opération de contrôle des sans-papiers au Congo, qui a en majorité touché les ressortissants de la RDC, a tant soit peu stoppé ce trafic. Selon la direction du commerce extérieur du Congo, en 2001 par exemple, c'est plus de 25 millions de marchandises qui transitaient par le Beach Ngobila de Kinshasa et celui de Brazzaville. Des échanges fructueux pour les deux capitales les plus proches du monde. Hormis la frontière du Cabinda, cette enclave qui dépend de l'Angola, c'est par Ouesso que transite l'essentiel des marchandises en provenance du Cameroun. Capitale du département de la Sangha, Ouesso est la 4e ville du pays après Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Avec une superficie de 124 050 km² et environ 200 000 habitants, Ouesso est considérée comme la capitale économique de la zone nord. Direction Maboko, à 3 km du centre de Ouesso. C'est ici que se trouve le site portuaire. Une affluence des traversées des marchandises et des personnes par le port, par Maboko ici. Donc nous recevons toute l'Afrique. On reçoit des gens qui reviennent de partout. Donc c'est vraiment un grand trafic qui se fait ici. Nous sommes à Maboko. Juste là, la rivière Ngoko, longue d'un peu plus de 850 mètres. Et derrière moi, c'est déjà le Cameroun. C'est donc ici que se passe l'essentiel des échanges entre la République du Congo et le Cameroun. Ce commerçant habillé en blanc vient du Cameroun. Il traverse la rivière Ngoko pour rejoindre Maboko du côté du Congo. Objectif, payer la traversée de la barge. Une fois sa note réglée, il retourne du côté du Cameroun et peut enfin traverser avec son bétail. Ce jour-là, ce sont 70 bœufs qui ont débarqué à Maboko. Il y a un marché de bêtes qu'on appelle le Biti, à la frontière du Cameroun Centrafrique. C'est là que nous achetons le bœuf. Et puis si on achète là-bas, on cherche le berger qui va nous amener. Et puis depuis là-bas, tu vas faire le papier. Ce qu'on appelle le laissez-passer vétérinaire. Tu vas faire depuis là-bas, quand ça vient par exemple à Yokadouma, il y a un vie qu'on appelle Yokadouma. Quand ça vient là-bas, on change aussi le laissez-passer, on vous donne encore un laissez-passer. Et puis quand ça vient à Sokambo aussi, vous partez, vous faites la formalité et puis vous amenez, ça vient à Maboko. Ça vient traverser. Quand ça traverse aussi, vous faites la formalité à Maboko. Les commerçants venus du Cameroun entretiennent de bons rapports avec la population locale de Maboko et l'ensemble de l'équipe chargée d'assurer la traversée et la sécurité. Ici, pas de difficultés administratives. Une fois les papiers en règle, la marchandise entre normalement sur le territoire. Ils n'ont aucun problème sur ça. Même par exemple, il y a les autres qui viennent avec notre nom ici. C'est le bot des Intel. Aussi, on nous appelle ici en ville seulement. Venez traverser vos bêtes. On vient, on fait traverser ça. On est déjà connus avec eux tous, on n'a aucun problème avec eux. Par semaine, plus de 10 millions de tonnes de marchandises passent par ce site portuaire.
c'est Victor Kouma qui est chargé d'assurer la traversée. De 8h à 18h tous les jours, sauf les dimanches, la traversée s'arrête à midi. Victor voit passer sous ses yeux différentes marchandises. Deux fois, ils portent nos bois d'IFO, les grumes comme l'autre là, les planches et les marchandises des commerçants. La boisson, les choses de quincaillerie, tout ça là. Donc les arachides, les haricots, les pommes de terre, les oignons aussi. C'est essentiellement du bois congolais qui est envoyé vers le Cameroun. Le Congo reçoit de son voisin camerounais des denrées alimentaires, de la vaisselle, de l'électroménager. Des marchandises qui se retrouvent très vite sur les étals du marché de Ouesso lorsqu'elles ne sont pas acheminées à Brazzaville, située à 1000 km. Déjà ici, nous consommons que le Cameroun. Avant, on n'était pas lié à Brazzaville. On n'était que lié par le Cameroun. Cette voie est venue nous donner une force de vivre. Aujourd'hui, si elle peut s'éteindre bien comment, mais elle a été de beaucoup pour nous ici à Ouesso. Au cœur de l'Afrique centrale, en Guinée équatoriale, se trouve une ville pas comme les autres, Ebebiying, la ville aux 3 frontières, parmi lesquelles celle du Gabon et du Cameroun. Une proximité qui favorise des échanges quotidiens et renforce la familiarité entre Camerounais, Gabonais et Équato-Guinéens. La proximité est d'ailleurs si grande qu'il est parfois difficile de déterminer à quel endroit l'on se trouve. Une situation qui préoccupe au plus haut niveau. Ebibéine n'est pas bien délimitée. Personne ne sait où est la frontière avec le Gabon et avec le Cameroun. Par ailleurs, on va construire une autoroute qui commence depuis la frontière du Gabon en passant par celle du Cameroun et qui délimite Ebibéine. C'est un grand projet qui va agrandir la ville d'Ebibéine. L'intégration sous-régionale passe aussi par l'entente qui existe entre les différents peuples. L'exemple de Ouesso, où réside un grand nombre de Camerounais, est louable et révélateur. Une ville congolaise dans laquelle on consomme essentiellement camerounais montre combien la frontière est le symbole de la communion et de la proximité entre les peuples. L'effervescence de ces espaces de vie partagés entre plusieurs pays est l'expression la plus vivante du destin commun des peuples du continent. L'intégration africaine par les peuples est déjà une réalité. Aujourd'hui, les dirigeants du continent ont le devoir historique de traduire cette réalité sociale en une réalité politique au service du développement économique de l'Afrique. Monsieur Boukari Abara, on estime aujourd'hui que 70% de ces frontières africaines ont été définies sans concertation avec les populations concernées. Est-ce que c'est un vrai problème ? Oui, c'est un vrai problème puisque les 84 000 km de frontières qui sont sur le continent sont principalement hérités donc, de la période coloniale, donc du principe de l'intangibilité des frontières qui avait été acté en 1964, accepté par tous les États à l'exception du Maroc par rapport au Sahara occidental, la Mauritanie et de la Somalie, par rapport également à l'Éthiopie, à l'Érythrée, au Kenya. Donc c'est un véritable problème. Ces frontières ont été cristallisées, elles ont permis à des États d'asseoir leur autorité. Donc aujourd'hui, ce sont des questions qui sont liées aux attributs régaliens des États. Et donc il est extrêmement difficile effectivement de les faire évoluer. Même si on voit que les populations vivent leur vie, on a les populations Fang qui sont à la fois au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, on a les populations Evé qui sont du Ghana jusqu'au Bénin, on a également des populations qui se déplacent malgré le fait que l'on peut regretter que les États ne soient pas en mesure de mettre en place des infrastructures. Je pense que ce qui manque dans le documentaire qu'on vient de voir, c'est l'absence de pont. Il n'y a pas de pont entre Brazzaville et Kinshasa, il n'y a pas de pont entre le Congo et le Cameroun. Donc ce sont des infrastructures de développement, donc ce sont effectivement des décisions politiques qui manquent. Mais je pense qu'après au niveau des populations, ces choses-là sont globalement entendues aujourd'hui. Alors Jean-François, des frontières tracées par le colonisateur, est-ce qu'on peut dire que la majorité des problèmes sur le continent africain tirent leur origine de ces frontières ? Un grand nombre de problèmes que les États africains rencontrent tirent leur origine de ces frontières, qui sont des frontières artificielles. Je ne voudrais pas... en matière de frontières, il y a eu des théories initialement qui étaient celles des frontières dites naturelles. Les États sont séparés par un fleuve, par une chaîne de montagnes, etc. En tous les cas, des frontières qui sont délimitées, qui sont déterminées en concertation entre les uns et les autres. Et ce n'est pas le cas en Afrique. Donc nous avons des frontières qui
traversent. Vous avez une famille qui est séparée par 3 frontières. Elle est de tous les côtés de la frontière et vous imaginez bien que, contrairement à la tonalité générale de ce reportage qui est extrêmement optimiste, ce n'est pas un facteur de communion, c'est un facteur de séparation. D'ailleurs, la frontière a été faite d'abord pour séparer, pour délimiter un État par rapport à un autre État, et c'est surtout des points de crispation. Le jour où on en parlera comme facteur de communion, c'est le jour où ça disparaît. Là où on a voulu unifier les populations, les familles, etc., on l'a fait en faisant disparaître non seulement la frontière physique que l'on traverse et que l'on voit, mais aussi les frontières dites techniques, administratives, etc. Et dans le reportage, nous avons vu que ces personnes qui circulent, leur circulation est entravée parce qu'il faut traverser une première fois, remplir les formalités administratives, revenir chercher les bêtes et puis retraverser une deuxième fois. Donc les frontières sont nécessaires, s'il le faut, parce que c'est aussi un élément de la souveraineté de l'État, mais les frontières, si les États africains étaient conséquents, si les hommes d'État africains étaient conséquents avec ce qu'ils nous prônent à chaque fois comme étant l'intégration régionale, sous-régionale, continentale en Afrique, on devrait assister peu à peu à la disparition de ces frontières qui n'ont rien de naturel, même quand elles ne sont pas artificielles, qui n'ont rien de naturel parce que les personnes circulent, les personnes échangent, et ces échanges-là ont besoin de se faire avec le minimum d'entraves possible. Bon, là, ça se passe très bien. Mais ailleurs, ce que l'on voit, c'est des points de fragilité de l'État. Il y a des troupes armées qui rentrent dans, etc. Donc nous avons tout ça aux frontières africaines. Il y a même des contestations de frontières en Afrique. Il y a eu plusieurs recours à cet égard entre le Cameroun et le Nigeria, entre bientôt peut-être notre village que nous a montré, ce sera un point de focalisation d'une contestation des délimitations territoriales entre les 3 pays qui sont en cause. Mais voilà, la frontière, il faut toujours avoir une limite, mais il faut avoir le regard qui passe au-dessus de la limite pour regarder l'horizon. C'est comme ça que je vois les frontières. Alors, Daouda, aussi pessimiste que Jean-François, il faut les redessiner, ces frontières ? On peut plus les redessiner de toute façon. Oui, ce serait utopiste, mais c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, ça réglerait beaucoup de problèmes. Je pense que déjà, si on arrive à favoriser l'intégration entre les États, déjà on aura gagné le pari, à mon avis. Parce que, bon, comme ils l'ont dit, quand vous avez des frontières qui ne sont pas naturelles, finalement, et là ça permet peut-être de revenir sur le principe de l'État-nation, on a des États indépendants. Par contre, ce qui aurait pu être la nation même, c'est-à-dire tout un projet social, on va dire des populations qui se réunissent géographiquement autour d'une culture, autour d'une idéologie, etc. Ça, finalement, on n'a pas, les frontières africaines n'ont pas été dessinées comme ça, puisqu'on connaît l'histoire. Donc ça pose quand même quelques problèmes. Maintenant, moi, j'ai été quand même agréablement surpris par ce reportage, parce que d'habitude, quand on parle de frontières en Afrique, on voit des guerres, Kalachnikov, par-ci, par-là. Surtout si on reste dans la région qu'on a vue dans le reportage, le bassin du Congo. Ce qu'on peut appeler la première guerre mondiale africaine, c'est quand même déroulé dans cette région, RDC, à l'Est, etc. Au Burundi, Rwanda, RDC, Ouganda, etc. Donc, si le commerce, l'activité économique permet vraiment de pouvoir traverser sans risque et sans danger les frontières, je pense qu'on sera dans une autre Afrique. On n'en est pas là. Maintenant, je pense que là, on en est tout à fait à tout ce qui est coopération économique, CEDEAO, CEAC, SADC, etc. Je pense que c'est ces organisations-là qui peuvent jouer un rôle pour favoriser l'éclosion, en tout cas pour favoriser plus de coopération entre les peuples. Alors, Monsieur Boukari Yabara, ces frontières, véritables barrières ou lieux d'échange ? Ce sont des interfaces assez particulières, puisque dans certains cas, ce sont des frontières intérieures, des frontières physiques également, dans d'autres cas, si on prend le cas du Mali. Et je crois qu'elle renvoie surtout à la nécessité de repenser la structure de nos États qui ne sont pas du tout adaptés aux réalités locales. Je crois que la question des frontières doit être réellement discutée. Je discute souvent avec des camarades français et allemands et n'imagineraient pas une seule seconde que la frontière entre leurs 2 pays ait été décidée à la fin du 19e siècle au fin fond de l'Afrique. Donc je pense que rétrospectivement et du point de vue africain, il faut également se poser cette question-là.
repenser également la macrocéphalie de nos États. Parce que la situation dans certaines zones, je pense par exemple dans l'Afrique de l'Ouest, les relations entre une ville comme Sikasso, une ville comme Korogo, une ville comme Bobo-Dioulasso, qui en fait relient 3 pays différents, c'est un espace régional. Et cet espace régional-là, il est déjà transnational. Donc je pense qu'on peut repenser l'intégration à partir justement de ces villes frontières. Mais pour cela, il faut vraiment une véritable politique panafricaniste. Et en l'état actuel, je ne vois pas réellement les États en mesure de se décharger de ces questions de souveraineté, qui sont bien souvent des pseudo-souverainetés, puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes les moyens d'assurer le contrôle des frontières. On le voit avec l'actualité de Boko Haram aujourd'hui. Oui, justement, Jean-François, on voit le problème des frontières poreuses. On le voit avec Boko Haram, mais on l'a également vu avec Ebola. Ces États qui avaient du mal à contrôler les flux aux frontières. Oui, on l'a vu avec Ebola, encore à ceci près qu'on ne peut pas comparer les deux éléments. Ebola ne s'est pas diffusé autant que ça à travers les frontières. Ce qu'on a souhaité surtout, c'était qu'il y ait de la coopération au-delà des frontières, ou en tout cas indépendamment des frontières. Mais évidemment, les frontières africaines sont des frontières poreuses. Avant même d'en arriver à Boko Haram, avant même d'en arriver à des troupes d'État qui traversent la frontière, il y a d'abord les chasseurs, par exemple, les braconniers. Les braconniers. Le braconnier, il sait très bien se jouer des frontières. Et puis les bandes armées connaissent très très bien cette porosité des frontières. Regardez par exemple les troupes de la LRA, combien de frontières elles ont faites pour venir jusqu'en République centrafricaine. Elles sont passées précisément par toutes les frontières qu'on nous a décrites tout à l'heure comme étant des frontières de cohésion, de communion pacifique, etc. Mais nous avons cette question-là est une vraie question. La maîtrise de leur sol, de leur sous-sol, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, la maîtrise de leur sol par les pays africains. On peut, et pour revenir à votre question tout à l'heure, est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce qu'il faut redessiner les frontières? Je crois que non. Il ne faut pas les redessiner en retournant en arrière. Moi, je crois beaucoup en un principe du cliquet. Nous avons hérité de cela. Dans cette situation-là, il y aurait un moyen pour que les États africains s'assument ou assument la question frontalière eux-mêmes. C'est précisément de les effacer régionalement, de décider, et là c'est une décision politique qui revient aux États africains, revenir en arrière pour essayer de trouver des éléments, essayer de trouver un critère de délimitation des territoires. On va mettre l'Afrique à feu et à sang. Si on revient sur les frontières actuelles, la seule manière, à mon avis, de pouvoir régler la question, c'est d'aller de l'avant et de régler la question de manière commune entre plusieurs États. C'est la coopération régionale et c'est le panafricanisme, mais il faudrait que ça devienne réalité un jour. Il y a un manque de volonté politique, Daouda, en Afrique? Il y a un manque de volonté politique, oui, tout à fait, parce que les organismes de coopération régionaux, on va dire, ne sont pas forcément fonctionnels, parce que les chefs d'État et de gouvernement qui les composent n'arrivent pas encore à vraiment passer à la vitesse supérieure, malgré la nécessité. Maintenant, il ne faut pas aussi que les frontières soient un moyen de pression, parfois, entre États voisins. Là, on a parlé du Congo. Revenons sur l'Afrique de l'Ouest. Vous avez le Sénégal et la Gambie. Pour aller dans le sud du Sénégal, il faut quand même traverser la Gambie, qui est ce petit pays enclavé. Pour aller en Casamance, une région du Sénégal, il faut traverser la Gambie. La Gambie, ils parlent anglais. Il y a que... Voilà, ils gèrent la frontière. En tout cas, il y a souvent des tensions entre ces populations-là, par exemple. Et ça, je pense que déjà, il faut résoudre ce type de problème. La souveraineté nationale, elle est garantie pour chaque État, même dans le cas où on arriverait à l'Union africaine, une Afrique complètement unie avec un seul chef d'État, entre guillemets. Il y aura quand même la souveraineté nationale. Mais ce besoin de conserver cette souveraineté ne doit pas pousser à ne pas avoir plus de volonté politique et aller un petit peu plus loin dans la coopération entre les peuples. Parce qu'on l'a vu, d'un point de vue commercial, si l'Europe aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui peut se passer de l'Europe. À titre d'exemple, la France ne peut pas sortir de l'Europe, économiquement parlant, etc. C'est pareil pour nos États, mais on ne l'a pas encore compris. Et ce serait... peut-être demain la Grèce, on ne sait pas. Et ce sera la fin de ce débat, monsieur, puisque nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de l'Africa News. On va tout de suite.